Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Des nouvelles de la politique fédérale avec la députée du NPD en Abitibi-Témiscamingue, Mme Christine Moore. Madame Moore, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Mme Moore. On ne s'était pas vu depuis les élections. Non, malheureusement, il y a eu un contretemps. Oui, on est exactement. obligé de reporter. De reporter, mais l'important, c'est que vous soyez là. Puis on va faire une mise au point, Mme Moore, si vous Il n'y a pas de me problème. permettez. Parce que je veux dire que l'émission est enregistrée le 15 mars en après-midi et elle est en ondes le 23 mars. C'est quand on sait que le budget est déposé le 22 mars, donc hier, le 22 mars. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler du budget, parce qu'au moment de l'enregistrement de l'émission, le budget n'est pas déposé. Alors, c'était une mise au point, je pense, qui était aussi importante à faire. Oui, pour la compréhension. Pour la compréhension, parce que très souvent, parce que le budget intéresse beaucoup de Canadiens. Et puis, on est là, puis le budget s'est déposé hier, au moment où l'émission passe. Puis, des fois, les gens peuvent se dire, comment ça fait qu'ils n'ont pas parlé du budget? Pourtant, c'est des milliards et des milliards. Effectivement. Madame Moore, en octobre dernier, on peut dire que le NPD, excusez l'expression, mais a mangé toute une claque. Comment attribuez-vous, ou à quoi attribuez-vous cette cuisante défaite électorale du NPD? Bien, pour moi, l'un des points principaux, c'est qu'on voulait tellement se débarrasser de Harper au Canada. Et au début de la campagne, on a réussi à se positionner comme le meilleur moyen de se débarrasser de M. Harper. Et malheureusement, au fil de la campagne, des sondages puis tout ça, les libéraux ont réussi à prendre cette place-là. Et les gens voulaient tellement être sûrs de se débarrasser de M. Harper qu'ils ont décidé d'aller du côté libéral. Et c'est ce qui a, selon moi, créé le portrait qu'on a vu après l'élection du 19 octobre. Parce que, au déclenchement des élections, puis on sait que c'était une très longue et épuisante campagne électorale, et pour vous encore plus, parce que vous étiez enceinte à ce moment-là. Oui. Donc c'était quand même, je ne dirais pas pénible, c'est pas vrai, mais c'était long, c'était ardu. Effectivement. Ça a été une campagne qui a été longue. Moi, personnellement, j'ai eu aussi l'impression que le national a pris beaucoup de place comparé, si on peut dire, aux débats régionaux. Donc, on vient qu'on a un peu moins de contrôle sur nos campagnes locales quand, si on peut dire, dans les médias, on se focus beaucoup sur ce qui se passe au national, ce qui se passe avec les chefs. Donc, ça a été particulier. C'est sûr que j'avais déjà vécu une campagne un peu plus longue, celle là, qui avait commencé en 2005, qui avait fini en janvier 2006, qui avait été, je pense, prolongée de 2 ou 3 semaines en raison là, du congé des temps des fêtes. Exactement, On avait jugé que c'était... On a fait un repos dans le milieu du temps des fêtes pour reprendre après. Oui, fait que je pense qu'on avait 8 semaines ou 6 semaines de campagne. Oui, exactement. Donc, j'avais déjà vécu l'expérience d'une campagne plus longue, mais 78 jours, c'est extrêmement long. Très long. D'ailleurs, c'était une des plus longues, ou à peu près, là, on parle en temps consécutif. Là. Ouais. C'était une des plus longues. Puis c'est d'ailleurs pour ça que je pense que la majorité des gens disent que ça n'a plus de sens de faire des campagnes longues comme ça, avec les moyens de communication. Puis je m'attends qu'il y ait des projets de loi qui soient déposés pour plus jamais que ça arrive. C'est ce que M. Harper, lui, pensait que ça jouerait en sa faveur, une longue campagne électorale, et c'était en sa défaveur, nettement. Oui. Bien, on traîne toujours notre bilan. On a beau avoir... si on a travaillé contre les gens, surtout ceux qui en ont le plus de besoin pendant 4 ans, on a beau s'ajouter un mois de campagne, on ne peut pas faire des miracles. Le bilan suit quand même. Exactement, le bilan suit quand même. Puis c'est aussi probablement pour ça que je suis toujours en poste, c'est que mon bilan des 4 dernières années m'a suivi, puis les gens avaient apprécié mon travail, puis c'est ce qui a fait que je suis toujours là comme députée. Madame Moore, comment on en vient à avoir 103 députés aux communes, puis après une élection, on tombe à 44 députés? C'est sûr et certain que depuis ce temps-là, on impute à M. Mulcair à peu près tous les péchés du monde, ou à peu près.
On le crucifie presque sur la place publique, et on va en parler tantôt. Mais vous étiez à 45 ou 47 à un certain moment donné. Donc, vous aviez le pouvoir et majoritairement. Tout à coup, on a vu une question du NICAB, que M. Mulcair a eu beaucoup de difficultés à s'en sortir, puis le déficit zéro. Je pense que ce sont les deux grands items qui ont fait que tout de suite, après ça, la dégringolade a commencé pour vous ramasser avec 44 députés. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, selon moi, c'est la façon dont on a expliqué les choses qui ont été mal comprises. Quelquefois, les positions sont tout à fait logiques, mais quand on les explique pas bien, d'une façon où est-ce que les gens sont capables de comprendre, c'est là que ça cause des problèmes. Quand on parle du déficit zéro, les gens tout de suite ont associé ça à des mesures d'austérité, à coupure de services, alors que au niveau du fédéral, là, il y en a énormément de gaspillage, des exemples de gaspillage. Puis si on va couper dans le gaspillage, on est capable de quand même avoir un budget équilibré et sans couper les services aux citoyens. Fait que ça n'a pas été bien expliqué selon moi, de faire comprendre aux gens qu'on est capable de gérer un budget adéquatement, mais d'aller faire les coupures et récupérer les sous dans des endroits où est-ce que ça fait pas mal. Et je pense que c'est un peu ça qui n'a pas bien passé. Puis au niveau du NICAB, on est rentré peut-être un petit peu plus dans les aspects juridiques sans expliquer que dans le fond, le problème derrière tout ça, c'est pas le NICAB, c'est pas la pièce de tissu. La question qu'il y a derrière tout ça, c'est l'intégration des immigrants à leur société d'accueil, puis comment on peut mieux faire pour les intégrer, puis de faire en sorte que on fait pas vivre, si on peut dire, seulement côte à côte, mais qu'on vit vraiment ensemble, puis qu'il y a un échange, puis qu'il y a un partage, puis qu'il y a une intégration. Quelle est votre position sur le NICAB? Je ne vous l'ai jamais demandé. Quelle est votre position sur ça? Pour moi, c'est pas en obligeant légalement quelqu'un à enlever son NICAB qu'on va y arriver. Pour moi, il faut vraiment aller sur l'intégration, travailler pour que ces gens-là s'intègrent et mettre les mesures en place. Si on les laisse un peu seuls après leur arrivée et que les seuls éléments de la communauté, c'est d'autres personnes qui viennent de la même communauté culturelle, c'est sûr qu'il n'y aura pas d'intégration. Donc, la solution, c'est vraiment de travailler sur l'intégration. Et plus on va travailler sur l'intégration, plus j'ai l'impression que certaines personnes vont, si on peut dire, opter vers des choix qui sont un petit peu plus en harmonie avec notre société. Il faut comprendre aussi que le NICAB est quelque chose de culturel, dans le sens que le Coran précise pas nulle part le type de voile qui doit être porté. Donc, c'est au niveau culturel qu'on dit c'est de cette façon-là que tu dois te voiler, mais dans d'autres pays, c'est des voiles beaucoup plus légers ou différents. Donc, vous seriez, en définitive, pour le port du NICAB? Je suis pas pour le port du NICAB dans le sens où est-ce que je crois pas que c'est quelque chose qui va avec les valeurs, si on peut dire, de la société canadienne, mais je suis pas pour le fait d'aller imposer des mesures légales pour forcer les femmes à l'enlever. Je crois que en travaillant sur l'intégration, ça va se faire peut-être de manière un peu plus harmonieuse, puis peut-être qu'on va choisir une autre façon de se vêtir qui est un petit peu plus en harmonie avec notre société que ce phénomène-là. Moi, je crois que le problème, c'est l'intégration. Et quand on va forcer quelqu'un quand on va forcer légalement quelqu'un à dire comment s'habiller sans le baser sur des valeurs, sur des principes de sécurité, de santé, d'hygiène, si on est capable de me prouver qu'il y a un danger pour la santé, pour la sécurité, pour l'hygiène, qu'une personne soit vêtue d'une certaine manière, je suis tout à fait d'accord que on peut aller limiter ça parce que là, on va dans une raison logique. C'est sûr que, en tout cas, c'est votre opinion et je la respecte également. Mais c'est quand même de longues discussions encore. Puis je pense que, qu'on le veuille ou non, ce qu'a parlé votre chef lors de cette campagne électorale-là a vraiment nui. Et on a été même jusqu'à dire, durant la campagne électorale,
que il y avait un discours pour l'Ouest, il y avait un discours pour l'Est. Alors, mais ça, on n'embarquera pas dans ça. Mais de toute façon, vous êtes passé de 103 députés à 44. On impute cette défaite-là à M. Mulcair, surtout de ne pas avoir bien expliqué les choses du parti. Mais si je vous demandais aujourd'hui... Mais en 2011, on a vu la même chose avec le Parti libéral. Voilà. Oui, ils ont perdu un nombre assez impressionnant de députés. Exactement. Et le Parti libéral, aujourd'hui, on voit ce qu'il a fait. Est revenu. Moi, si je vous demandais, au moment où l'on se parle, Mme Moore, est-ce que M. Mulcair est vraiment bien en selle à la tête du parti du NPD? On va voir la réponse au Congrès parce que c'est vraiment les membres qui choisissent ça. M. Mulcair est un très bon politicien. Il a des très bonnes qualités au niveau politique. Maintenant, il y a plusieurs considérations à penser. Puis ça va être vraiment les membres qui vont décider de ça. Des fois, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en considération qui ne sont même pas en lien, par exemple, direct avec les qualités du chef. On prend juste l'âge. M. Mulcair, à l'élection de 2019, va quand même avoir 65 ans. Donc, c'est plein de facteurs qui rentrent en considération quand on analyse, à savoir si oui ou non on veut garder un chef. C'est ça. Et là, vous venez de toucher un point important, l'âge de M. Mulcair, et je prenais, pas plus tard que hier, une émission à LCN, émission politique. Il y avait un ancien politicien qui disait « On en est rendu à ceci. Est-ce qu'on va voter pour un grand-papa ou on va voter pour un papa? » Quand on faisait référence à M. Mulcair et qu'on faisait référence à M. Trudeau aujourd'hui. C'est sûr qu'à l'âge, il fait beaucoup. Là, de plus en plus, c'est sûr que l'émission, comme je te le disais, passe le 23 mars, mais on enregistre le 15 mars. Et encore ce matin, au Québec, on voulait absolument le départ de M. Mulcair. On veut avoir une course au leadership. Ça ne pourra pas se faire au congrès d'avril prochain à Edmonton parce que c'est quand même trop vite. Mais on veut vraiment sa tête, en tout cas, on en veut de plus en plus au chef, mais la présidente est allée même jusqu'à dire que pour un vote de confiance, on peut aller à 70 %. C'est énorme. Ça ne s'est à peu près jamais vu. Il y en a qui sont partis à 76 %. Oui, effectivement. Mais c'est pour ça que M. Mulcair n'a jamais dit de pourcentage. Je pense qu'il va voir aussi sur le terrain, quand il va être à Edmonton, comment les gens interagissent avec lui, le genre de commentaires qu'il se dit. C'est une question extrêmement complexe. Moi, j'ai la chance de le connaître au quotidien, de le voir au quotidien. Je connais bien ses qualités. C'est sûr que les membres, eux, ont peut-être pas eu cette chance-là, n'ont pas eu la chance de discuter des heures avec lui dans des soirées aux différents moments. Moi, je suis au NPD depuis 2006, même 2005. Fait que ça va faire presque 11 ans. J'ai vu l'arrivée de M. Mulcair. J'étais déjà au NPD. J'avais déjà été candidate avant même qu'il fasse la transition avec nous. Donc, c'est sûr que je le connais depuis le début de son engagement avec le NPD. J'ai peut-être une vision, une capacité d'analyse différente des membres. C'est pour ça qu'on va voir qu'est-ce qui va se passer. Je pense aussi qu'on a fait un bon travail d'analyse au niveau de la campagne électorale. On a été capable de bien analyser. C'est un travail qui est encore en cours. Ça montre aussi qu'il y a vraiment une volonté de s'améliorer. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il y en est, mais c'est vraiment les membres, au final, qui ont... et il faut se rappeler qu'au départ, il n'avait pas été élu au premier tour. Non, exactement. Mais si vous aviez à choisir demain matin, vous seriez une pro-Mulcair? Je ne veux pas nécessairement me positionner dans le sens où est-ce que tout le monde a son choix, mais je reconnais que c'est un excellent politicien qui a des très bonnes qualités, mais il y a plusieurs facteurs à considérer lorsqu'on fait ce choix-là. Une dernière question sur le cas de M. Mulcair. Est-ce que, s'il y avait des élections demain matin, est-ce que vous pensez que M. Mulcair serait en selle pour aller chercher le pouvoir à Ottawa?
Bien, à l'heure actuelle, c'est sûr qu'il y a l'expérience, il y a la capacité de le faire au niveau organisationnel parce qu'il a déjà vécu une campagne. Il sait il est capable de le faire. C'est sûr que on a un travail de reconstruction au niveau du parti à faire qui est peut-être pas prêt. Donc, est-ce que le chef est prêt? Oui. Est-ce que le parti, lui, l'est? Peut-être pas tout à fait. Il faut laisser du temps. Mais c'est pas un chef seul qui peut remporter une élection. Il y a aussi tout le travail de terrain. Ça se gagne comté par comté. Oui, c'est sûr. Parce que là, on est vraiment loin de la vague orange, parce que là, on a vu une vague rouge qui a emporté le Québec et également le Canada complet. Parce qu'il y a à peu près personne là, qui pensait que M. Trudeau aurait pris le pouvoir majoritairement. C'est sûr qu'avant la campagne, non, personne ne s'attendait à ça. On va passer, si vous me permettez, Mme Moore, et je le répète encore, nous sommes le 15 mars, pour l'enregistrement, on prévoyait un déficit de entre 18 et 20 milliards. Aujourd'hui, ceux qui prennent l'émission, on sait là, le montant. Nous autres, on ne le sait pas parce que l'émission est enregistrée avant. Sauf que le déficit prévu varierait entre 18 et 20 milliards. Êtes-vous d'accord avec ça? Parce que là, on y va avec une relance d'emploi. On y va avec une relance de l'économie. Le retour à l'emploi, c'est important énormément, mais est-ce qu'on a le moyen, chez nous, au Canada, d'avoir pareil déficit? Bien, je crois que non. C'est énorme comme déficit. C'est 18 à 20 milliards. C'est 1000 dollars de dette sur la tête de tout le monde à chaque journée. Là. Donc, une famille de 5, c'est 5 000 dollars de dette qu'on fait pour payer les factures, si on peut dire, juste le quotidien, là, pas pour emprunter, pour vraiment... Donc, je trouve ça énorme. Je trouve qu'on ne va pas non plus régler les problèmes de mauvaise gestion. On continue à offrir des services qui, quelquefois, sont encore de très mauvaise qualité. Donc, pour 20 milliards, est-ce que les gens en ont pour leur argent présentement? Je ne crois pas. Je crois qu'il y a vraiment un mauvais plan. Puis quotidiennement, on se rend compte qu'il y a encore énormément de gaspillage au niveau du gouvernement fédéral. Juste la surfacturation au niveau de travaux publics, c'est des millions à chaque année qui, depuis... parce qu'on n'a pas la capacité de vérifier les contrats comme il faut. Donc, on gère l'argent toujours comme si ce n'était pas la nôtre. On fait tout le temps des choix qui, quelquefois, laissent à désirer. Je peux comprendre que pour stimuler l'économie, quelquefois, ça peut être nécessaire d'aller faire quelques milliards de déficit, mais rendu à 20 milliards, c'est beaucoup d'argent. Oui, c'est beaucoup. Puis on parle aussi qu'on peut aller dans les 3 prochaines années, on peut aller jusqu'à 60 milliards. Oui. On parlait, tout dépendant si l'économie se replace pas, là, il y a certains économistes qui sont allés avancer jusque le chiffre de 150 milliards à la fin du mandat. C'est énorme. Et je pense que c'est pas acceptable. Il faut avoir un plan. À un moment donné, nous, quand on gère nos budgets, on a une limite à s'endetter. On peut pas s'endetter. Non, c'est sûr qu'il faut avoir une fin. C'est normal de s'endetter pour quelques temps, pour des biens qui sont vraiment utiles, mais c'est énorme. Parce que quand on parle, Mme Moore, de la dette, parce que là, il faut parler avec ça, de la dette, là, parce que c'est beau avoir un déficit de 18 à 20 milliards, puis l'an prochain, ça peut être autant encore, sinon plus. C'est beau de parler de ça, de relancer l'emploi, c'est beau aussi. Mais au 31 mars 2015, la dette se chiffrait à 687 milliards, alors qu'en 2008, elle se chiffrait à 490 milliards. Où cela va s'arrêter? Bien, c'est justement une des raisons pour lesquelles ça n'a pas d'allure. On n'est même plus capable de payer les intérêts sur notre dette. Parce que là, on rajoute sur le budget de Bill Morneau, si ma mémoire est fidèle, là, il me semble qu'il fallait ajouter un autre 27 milliards pour l'intérêt sur la dette, en plus de ce que l'on paye actuellement. Dans le nouveau budget, on devrait, là je parle, là, les chiffres sont sortis, moi je ne les ai pas, mais on anticipait 27 milliards additionnels.
Mais c'est ça, c'est complètement fou. Là, quand on réussit même plus à payer les intérêts sur... ça veut dire qu'on rembourse même plus le capital. Là. On compare ça, par exemple, à une maison. Là, ben, c'est comme si on payait seulement une partie des intérêts, là, mais on dépose même pas d'argent sur le capital de la maison. Là. C'est pour ça que ça n'a pas de bon sens. À un moment donné, c'est les générations futures qui vont devoir payer. Oui, c'est sûr. Puis même, on parle de deuxième génération future, là, quasiment. Là. On parle là, des enfants qui ne sont pas au monde encore. Là. Fait que c'est quand même là, astronomique là, à ce moment-là. Puis ça va s'arrêter où, bien là? On flaque que ça ait une fin un jour, ça, là. Bien, justement, il faut que ça ait une fin. Il faut qu'on arrive au moins à trouver une solution financière où est-ce qu'on est capable de faire plus que de rembourser les intérêts sur notre dette. Éventuellement, il faut être capable de remettre un peu d'argent en capital. C'est sûr que ça peut encore prendre du temps, mais il doit y avoir une limite à cette dette-là. Et c'est pour ça que, avec M. Trudeau, qui parlait d'un déficit de 10 milliards en campagne, et là, on arrive et tout d'un coup, c'est 20 milliards, c'est le double. Exactement, parce qu'en campagne, je l'ai ici, les libéraux avaient promis un déficit de 10 milliards ou moins, parce que là, on commençait à 8, 10, on disait, puis là, on est rendu presque au double en 2016-2017. En tout cas, c'est beau s'en aller dans le rouge, comme on dit, mais seulement qu'il vient un temps que... est-ce qu'on serait mieux avec un régime d'austérité à ce moment-là? C'est pas un régime d'austérité. Comme je l'ai dit souvent, il y a tellement de gaspillage, de mauvaise gestion de fonds au niveau du gouvernement fédéral. Le registre des armes à feu en est un, là, si on veut le prendre, là, que ça a coûté au-dessus d'1 milliard. C'est un parfait exemple de mauvaise gestion financière. De mauvaise gestion financière, je suis tout à fait d'accord. Ce registre-là a été géré d'une manière catastrophique. Ça a été... C'est sûr, on parlait de 2 millions, ça a coûté au-dessus d'1 milliard. C'est inconcevable. Là. Exactement. Puis ce genre de choses-là, il faut que ça ait une fin. Un exemple concret, ici en Abitibi-Témiscamingue, quand ils ont fermé le centre de recrutement des forces armées à Rouyn-Noranda, il restait 3 mois avant, le Travaux publics a renouvelé le bail. Donc, on a payé un local vide pendant 4 ans et 9 mois parce que Travaux publics a renouvelé le bail juste avant que la Défense nationale ferme. En sachant que la Défense nationale probablement qu'ils ne sont même pas renseignés, qu'ils n'ont même pas pris le temps de vérifier avec Défense nationale s'ils allaient fermer le centre de recrutement. Donc, on a payé le loyer d'un local vide. Mais non seulement on payait le loyer d'un local vide, mais à tous les 3 mois, on envoyait un inspecteur en sous-traitance pour travaux publics, vérifier si le loyer, si le local correspondait aux normes de travaux publics. Donc, on payait probablement 300 $ à chaque 3 mois pour qu'il y ait un inspecteur qui vienne vérifier le local vide pour savoir si ça correspond aux normes de travaux publics. Puis après ça, c'est sûr que dans un budget de milliards, c'est pas des gros montants, mais le montant du loyer pour le centre de recrutement, il y a beaucoup de familles qui l'auraient pris. Là. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Comme ça, quand on parle, le registre des armes à feu, pour terminer avec ça, on en a parlé un petit peu, le registre des armes à feu fédéral n'existe plus. On n'a pas voulu donner les données au provincial. Le provincial veut établir son propre registre. Même si vous êtes au fédéral, est-ce que vous êtes d'accord avec le provincial d'établir un nouveau registre d'armes d'épaule? Bien, il y a moyen de faire un registre qui est utile pour les chasseurs et pour les fermiers, pour les gens qui l'utilisent. Mais la plupart du temps, c'est jamais eux qu'on consulte en premier. Un registre peut être utile au niveau du vol d'armes à feu parce que quand les armes sont enregistrées, ils deviennent plus difficiles à revendre. Puis je sais qu'il y a plusieurs personnes avant le registre des armes à feu qui se faisaient voler des armes et après ça, les gens les revendaient par les petites annonces. Donc, ça peut avoir un impact positif pour les chasseurs, mais à partir du moment où est-ce qu'on ne fait pas le registre pour les chasseurs puis on ne le fait pas pour que ça soit utile, il y aurait moyen maintenant avec l'Internet de faire quelque chose qui est vraiment utile pour les chasseurs.
parce que les armes à feu sont déjà enregistrées quand on va chercher avec le permis d'acquisition et possession d'armes à feu. La Sûreté du Québec peut aller à l'intérieur de ce registre-là, puis tout ça. Fait que, on commence de plus en plus à dire que ce registre-là, en tout cas. Mais quand on parle de problèmes budgétaires, c'est sûr que quand on est limité dans nos moyens financiers, ma priorité ne serait jamais d'aller refaire un registre, surtout que là, en considérant qu'on n'a pas eu accès aux données fédérales. Je trouve ça dommage parce que... Puis dire que ça aurait été si facile que le fédéral donne ces données. Oui. Parce que le provincial ne demandait pas d'exactitude dans les données. Il nous disait, donnez-nous vos données dans l'état où ils sont, puis on va s'arranger avec. Puis s'ils ne sont pas utiles, comme vous le dites, bien tant pis, on va vérifier, puis on ne les utilisera pas. Mais c'est dommage pour ça. Mais moi, je travaillerais, tu sais... mettons, si ce serait mon choix, il y a bien d'autres priorités qui passeraient avant un registre des armes à feu, mais je ne dis pas que c'est totalement inutile, mais ce ne serait vraiment pas ma priorité sur ma liste de tâches à faire. Au mois de mars, le 12 de mars, plus précisément, paraissait sur un fil de presse que le NPD presse le gouvernement pour une réforme du mode de scrutin. C'était une promesse de M. Trudeau en campagne électorale qui devait mettre... en force, ou du moins un comité, dans les 18 premiers mois de la prise du pouvoir. On n'a pas 18 mois, c'est sûr, mais il n'y a encore absolument rien de fait sur ça. Ce serait quoi cette réforme-là, selon vous? Bien, dans le fond, on veut étudier les différents modes de scrutin. À l'heure actuelle, nous, on a quand même fait beaucoup de travail en aval et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'est beaucoup le régime proportionnel mixte qui est favorisé. Donc, on a une certaine portion de députés qui sont ajoutés, si on peut dire, après chaque élection pour équilibrer les choses selon la proportion de vote. Mais les gens, localement, aussi choisissent leur candidat local. La raison pour laquelle le proportionnel mixte est préféré versus le proportionnel simple, c'est que les gens veulent continuer veulent être sûrs d'avoir un élu qui les représente dans leur région. Et quand on est capable de conjuguer les deux, c'est ce qui nous semble la solution qui est le plus préconisée. Dans le fond, c'est que chaque vote compte. Les gens sont un peu tannés que leur vote soit perdu. En terminant, Mme Moore, Énergie Est, êtes-vous pour? Une fameuse pipeline qui traverserait le pays, là, une partie là, qui pourrait peut-être briser nos ressources, etc. Bien, moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait une vraie évaluation environnementale qui soit faite avec des vraies normes, pas le massacre qu'il y a eu d'Harper. Je veux qu'il y ait une acceptabilité sociale. Présentement, on a des doutes au niveau environnement. TransCanada n'a pas réussi à soulever, si on peut dire, résoudre ces doutes-là. Et au niveau de l'acceptabilité sociale, ils ne l'ont pas. Donc, tant qu'ils n'iront pas travailler, si on peut dire, pour améliorer leur projet, bien, je ne peux pas l'accepter au moment de la façon dont il est. Si ils sont prêts à faire ce travail-là et qu'ils le font, peut-être qu'on pourra réétudier, mais présentement, le projet ne passe pas. Le simple test d'acceptabilité sociale, il ne le passe pas. Donc, on ne peut pas imposer quelque chose que les gens ne veulent pas. Ah non, absolument pas. Puis aussi, c'est quand même aussi dangereux, malgré qu'il en passe énormément de pétrole sur les voies ferrées et dans le transport routier également. Mais ça serait un long débat. Merci beaucoup, Mme Moore. Et puis, bon congrès. Est-ce que vous serez à Edmonton? Bien sûr. Oui, alors, des bons congrès à vous. C'est bon. Alors, merci beaucoup, Mme Moore. Ça m'a fait plaisir. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission. On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.